puisque d'ailleurs nous ne le supportions pas, comme concurrent face à notre format bureautique de l'époque, 2 ans avant OpenXML, qui est de notre origine, qui depuis nous a échappé, parce que nous avons tout fait pour qu'il nous échappe d'ailleurs. Donc s'ils ont été conseillés, ils n'ont peut-être pas été conseillés plus par nous que par les autres. Deuxièmement, la manière dont se passent les votes à l'ISO et la manière dont la France se prépare avant le vote de l'ISO, avant que la France nous exprime, à ma connaissance, ce n'est pas un fonctionnaire qui décide, c'est un collège dans lequel il y a diverses tendances. Bah, écoutez, moi... Eh ben, écoutez, vous savez... Vous êtes dans la commission, nous on y étions également, comme quoi effectivement on contribue tous au conseil donc, de ce genre de choses. Il y avait bien d'autres acteurs que nous deux, et tout ça s'est passé de manière conforme aux règles de la FNOR, puisque c'est la FNOR qui représente la France à l'ISO, et donc la FNOR a rendu son vote, en l'occurrence abstention, pour ceux qui ne l'auraient pas suivi, donc par rapport à l'adoption d'OpenXML. Et puis au total, parce que tout ça c'est bien gentil, mais ça n'a aucun intérêt me semble-t-il, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui on a 2 normes qui sont internationalement validées par le même organisme, par l'ISO. Les 2 sont en train d'évoluer, les 2 sont en train d'être maintenus par différents acteurs, et tout ça est maintenant sous contrôle des instances internationales, et les travaux techniques menés sur ces différents organismes, donc sur ces 2 groupes de travail, sont menés également par des sociétés privées ou par des organismes intermédiaires, je pense à l'Oasis ou à l'ETSI. Oui. Enfin, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on comprend, on est parti des normes et on se retrouve bien quand même avec des enjeux supranationaux, voire politiques et des choses comme ça. Donc on n'est plus uniquement dans un cadre théorique, technologique, où normalement la science doit l'emporter et la meilleure solution doit l'emporter. Il y a d'autres enjeux que ça. Quand le Brésil dit moi je ne veux pas entendre parler d'OpenXML, c'est pas technique, c'est carrément politique, c'est une déclaration d'indépendance. Je voudrais dire que dans le RGI dernière version, celui qui a été publié au journal officiel, on dit qu'effectivement on peut utiliser OXML, mais on dit aussi dans la ligne du dessous qu'il n'existe actuellement aucun logiciel qui permette de suivre cette norme. Donc c'est pas moi qui l'invente, c'est actuellement dans le RGI. Oui, c'est tout à fait exact. C'était donc la situation à l'époque de la publication du RGI. Et les 2 formats, pour être extrêmement précis, le texte est évidemment public, sont en observation, ODF d'un côté et OpenXML de l'autre. Mais tu m'as volé ma conclusion, Jean-Pierre, mais je t'en veux pas une seconde. C'est vrai qu'on part d'un enjeu qui au départ est technologique. Hein. Si on fait des formats de fichiers à gauche ou à droite, c'est à un moment donné pour s'échanger les documents. On revient à l'origine du débat. Et on finit par, voire même, des critiques de la politique nationale. Moi, j'ai assez à faire avec mon boulot. Je ne vais pas me mêler du gouvernement et de savoir ce qu'il fait bien ou pas bien. Je pense que chacun doit garder son boulot. Après, on a parlé de quoi d'autre? On a parlé du ministère de la Défense, on a parlé des postes de travail des parlementaires. Donc, quand c'est nous qui signons, c'est pas bien. Quand ils prennent des postes, quand ils font un choix de logiciel libre pour les parlementaires, c'est bien. Pourquoi pas? C'est un point de vue. Moi, je pense que le manichéisme, il n'est pas de ce monde. C'est le pragmatisme qui l'emporte. Je sais, mais en tout cas, j'ose espérer, si je suis à votre place, que le ministère de la Défense a fait des choix qui sont conformes à leur propre politique en matière de je ne sais quoi, gestion des coûts, optimisation de leur budget, je ne sais pas, mais en tout cas, ils ont certainement pris une décision qui leur est propre. Le fait qu'ils aient signé avec un éditeur, en l'occurrence, ce qui n'exclut absolument pas les technologies open source et qui n'exclut absolument pas les technologies non Microsoft. Je peux vous en parler, j'en parle avec eux justement, parce que je vais leur expliquer notre démarche régulièrement. Ça fait partie des choix donc, de ces entreprises-là ou de ces administrations-là, que ce soit les parlementaires ou que ce soit donc, les ministères. Qu'est-ce que j'ai raté? Je ne sais plus. J'ai raté un truc, dites-le moi. Je voudrais dire un petit mot aussi sur l'interopérabilité, ce que ça représente aussi au point de vue juridique. Il y a aujourd'hui un certain terrorisme juridique qui s'instaure dans certains domaines avec les systèmes des brevets et qui nuisent à l'interopérabilité. Donc ce système peut être extrêmement dangereux parce que les gens peuvent dire « Oh, je ne veux pas utiliser ce format qui est pourtant très intéressant », mais parce qu'il y a des risques juridiques. La définition d'interopérabilité que vous aviez là, un petit coup là,
la définition d'interopérabilité qui est au tableau, si elle est strictement respectée, il n'y a pas de brevet sur les interfaces. Il peut y en avoir dans les produits, ça c'est autorisé, mais il ne peut pas y en avoir sur les interfaces. Donc ça veut dire qu'on va annuler le risque juridique d'utiliser une technologie sur une interface. C'est extrêmement important. Ça veut dire que l'interopérabilité n'est vraie que dans ces conditions. Tout à l'heure, j'ai parlé d'étanchéité aux modifications, mais cette étanchéité aussi au brevet, il y a tous les malwares que l'on pourrait imaginer à ce niveau-là. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de brevet, il n'y a pas de royalties, l'interface, elle est définie, vous avez acheté le produit, vous avez le droit d'utiliser son interface sans aucune restriction et pour faire ce que vous voulez. Ça, c'est, je pense, très important. De point de vue juridique, c'est à prendre en compte. Je ne veux pas relancer, ça sert à rien parce qu'en fait, on s'acharne sur ce pauvre Alfonso et nous, il y en a d'autres. Vas-y, tu peux y aller. Non, mais il y en a d'autres. Donc, tu sais, nous, on appelle ça l'ogre miso, Microsoft, IBM, SAP, Oracle, qui, à mon avis, sont... voilà, en fait, nous, on interroge aujourd'hui nos clients. Ils ont l'honnêteté de nous montrer, en fait, leurs dépenses informatiques. Et donc, aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a... sur les dépenses logicielles et de maintenance logicielle, donc, au travers de ces 4-5 éditeurs majeurs, parce qu'il suffit de rajouter BMC en fait, juste après, et donc vous totalisez pratiquement 70% des coûts en fait, logiciels, voire 80% en fait, des coûts de logiciels et de maintenance en fait, d'une DSI. Donc voilà, donc, il ne faut pas en fait, se focaliser sur Alfonso et sur Microsoft. Juste pour dire quand même que on a parlé de 100 millions quand même, je vais revenir dessus, 100 millions pour le ministère de la Défense. Il faudra juste en fait qu'on nous montre quelle mise en concurrence il y a eu en fait dans le cadre de ce marché-là. Et puis tu faisais référence en fait sur le marché de l'Assemblée nationale où là il y a eu une mise en concurrence. Donc comme c'est un marché public, je peux donner les prix. Donc on a équipé aujourd'hui des députés, donc les 1154 postes en fait des députés de l'Assemblée nationale pour moins de 100 000 euros. Voilà, donc ça fait quand même, et annuellement, en fait, on est sur des contrats pour chacun, bien sûr, comme tu t'en doutes. Donc c'était le marché d'équipement et donc le marché de support aujourd'hui. Donc on a en fait des coûts, en fait, des postes de clients pour nos députés. Allez, j'enlève le hardware pour faire simple, mais en fait qui sont aux alentours de 100 euros par poste. Bon, voilà, donc simple calcul d'arithmétique vis-à-vis des 100 millions. Alors je vous donnerai, pour ceux que ça intéresse, à peu près combien on a de militaires en fait, au ministère de la Défense, mais on pourra s'amuser en fait, à faire la division si vous le souhaitez. Voilà. On peut peut-être passer à autre chose. Oui, Pierre. Ouais. Moi, je voudrais justement passer à autre chose parce qu'il y a un aspect donc, qui a été évoqué, là, brevet, machin, bidule. En fait, la justification des brevets, tout comme la justification le renforcement de la propriété intellectuelle, c'est de dire c'est prime à l'innovation. Donc en fait, si on écoute ce qu'on vient de dire, tous les standards qu'on met en place sont bas de plafond, relativement peu innovants, et donc personne ne va s'amuser à réclamer des royalties là-dessus. Ce qui n'est pas complètement débile, c'est qu'il n'y a pas très longtemps, il y a 5-6 ans, le W3C lui-même avait proposé un système de RAND sur un certain nombre de protocoles du web. Bon, ils ont vite abandonné étant donné la réaction opposée, mais c'était quand même dans une démarche. Dans une démarche, dire oui, mais comment on va financer l'innovation. Et là, on rentre bien dans le problème de tension et un peu de problème qu'il y a au sein des industries et des sociétés. C'est-à-dire, il y a d'un côté les chercheurs, les ingénieurs qui vont développer des trucs, qui vont dire j'ai une super bonne idée, et de l'autre côté qui dit oui, mais comment je valorise ? Avec l'open source et avec la notion d'innovation ouverte, en fait, on est on propose une autre solution que ce mécanisme assez trivial de rentabilité par le brevet, par la propriété industrielle. C'est-à-dire que on n'est pas rémunéré pécuniairement, on est rémunéré par la qualité de la nouvelle idée qui va être issue de la collaboration, issue du fait qu'on va partager les choses. Et en fait, c'est la meilleure rémunération qu'on puisse avoir pour faire évoluer ça. À ça, ce débat-là, c'est-à-dire royalties, brevets versus